Vous écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue dans Radio Ma'arif, c'est le dernier podcast de cette série de 3 podcasts consacrés à la colonisation, avec toujours Mustafa Kadiri. Comment ça va, Mustafa? Ça va très bien, voilà. Bonjour. Alors on a terminé la deuxième partie sur un nom mystérieux qui a annoncé la dernière partie, Fashoda. Fashoda, alors c'est quoi Fashoda? C'est le nom d'un petit bled, si j'ose dire, qui n'existe plus aujourd'hui. On lui a changé de nom. C'est devenu Kodok dans la République du Sud-Soudan aujourd'hui, qui a connu un moment de gloire, si j'ose dire, dans l'histoire universelle. Parce qu'une guerre a failli éclater entre la France et l'Angleterre quand 2 armées se sont retrouvées dans ce lieu au bord du Nil. Alors c'est quand déjà? On est quand là? 1898. Donc bien après les accords de Berlin. Oui, justement. Ça ne devrait pas arriver en fait. C'est les accords de Berlin. Justement, c'est les accords de Berlin, le droit colonial international qui va permettre de pays de discuter, d'essayer d'appliquer le principe justement de base. Je rappelle un petit peu l'histoire. C'est un groupe, une mission, comme on l'appelle. Tiens, ça va nous éclairer sur les histoires des explorateurs, des gens qui voyagent à l'intérieur de l'Afrique en croyant faire des prouesses. C'est une mission. Qu'est-ce que ça, en croyant faire des prouesses? C'est une mission marchand. Le chef de cette mission était un officier, je crois, un commandant, qui part du français, qui part du Gabon actuel et qui prend vers l'est pour rejoindre Djibouti. Avec des militaires? Oui, une mission que des militaires avec des porteurs, ils étaient une centaine en tout. PIS, c'est pas une grande expédition militaire, c'est une mission d'exploration. Et donc, ils traversent l'Afrique d'est en ouest, en partir du Gabon, pour arriver à Djibouti, un autre point occupé par la France sur la côte de la mer Rouge. Et cette mission va mettre tout le temps nécessaire, étape par étape, justement, en pointant les lieux, etc., avec la cartographie, les informations, les rapports, au fur et à mesure, les papiers à faire signer à n'importe quel chef qui les reçoit, qui leur donne à manger, qui leur donne des cadeaux. Eux aussi, ils donnent des cadeaux en général, c'est toujours des armes à feu pour les notables, etc. Et donc, ils tracent sans problème, pas beaucoup de crises. Et jusqu'à l'arrivée au bord du Nil, dans ce lieu qui s'appelle Fashoda, qui se trouve aujourd'hui dans le Sud-Soudan. Et, bien sûr, peut-être les Anglais ont eu l'information, une armée qui descend le long du Nil, à partir de l'Égypte, et qui arrive en même moment que cette mission militaire marchand qui était au bord du Nil, donc 2 armées européennes qui se retrouvent face à face, dont le chef était Lord Kitchener, qui était un grand officier, etc., et qui agissait au nom du gouvernement égyptien, parce que justement, c'est les Britanniques, nous on fait rien, nous juste on travaille pour le gouvernement égyptien, et c'est là la naissance du Soudan anglo-égyptien. C'est à partir de ce moment-là, fin 19e, qu'on entend parler d'un nouveau terme qui s'appelle le Soudan, qui nous indique aujourd'hui l'actuel état du Soudan, alors que normalement le mot Soudan est consacré dans notre histoire à la zone du Mali, aujourd'hui, le bled Soudan, le pays des Noirs, qui nous concerne à partir de la côte atlantique Sénégal jusqu'au Mali et au-delà. Donc les 2 armées se rencontrent, et pour les Français, ils avaient mission de traverser et de continuer leur chemin pour atteindre Djibouti. Ils vont vers l'est. Et les Britanniques veulent les stopper. Pas question de continuer. Justement, pour éviter cette histoire de l'inclure dans leur domaine. Bien sûr, les 2 chefs, Marchand et Kitchener, se retrouvent. Les gens du pays, les indigènes, comme ils les appellent, ils étaient là, ils regardent un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Et les 2 chefs décident de remettre le problème à leur gouvernement respectif. Et donc, ils restent sur place, le temps que Paris et Londres discutent.
Ce qui est curieux et intéressant, dans l'armée britannique de Lord Kitchener, il y avait un jeune officier qui va avoir une longue carrière qui s'appelle Winston Churchill. Il était dans cette armée venue d'Égypte. Ils sont combien les Anglais là? Une véritable armée. Je crois tout un régiment, donc je sais pas moi, entre 2000, 3000, 4000 soldats. Alors que la mission française, il était à peine d'une centaine de personnes. Donc ils campent quoi, les gens ils s'installent et ils attendent de savoir. Et ils attendent Paris et Londres de décider entre eux. Donc 1899. Ça va durer peut-être 3 mois, 6 mois, le temps que les deux gouvernements... Ah, d'accord. Oui, non, mais c'est 1898-1900. Je veux dire, on est sur 2 ans. Hein. D'accord. Parce que traverser, hein, il fallait du temps. Ça demandait plus d'une année. Hein. Non, mais je parle du moment de négociation. Il a duré plusieurs mois. Ça a duré 6 mois à peu près. D'accord. Et les gars, ils étaient là en attendant les consignes de leurs pays respectifs. Et finalement, les deux gouvernements s'entendent que, finalement... De toute façon, au bout de 6 mois au bout de 3 mois de campement. Ouais, de campement, ça m'étonnerait qu'ils soient mis à se battre soudain. Non, déjà le clash pouvait survenir au début, mais je veux dire c'est deux forces inégales entre une force armée sur bateau qui remonte le Nil vers les sources et une là et en format mission. Donc je disais, on avait un curieux personnage dans l'histoire de l'Angleterre et du monde, Winston Churchill, qui commençait sa carrière militaire en tant que lieutenant dans l'armée britannique, et on avait en face aussi un jeune capitaine du nom de Mangin, que nous, on va connaître dans l'histoire du Maroc plus tard, parce que il va faire une longue carrière, il était capitaine, il va arriver chez nous colonel, et c'était le fameux Fatihou Marrakech, comme ils disent les Français, celui qui a conquis Marrakech, le colonel Mangin, qui deviendra général par la suite, et qui a été défait par Mohamed Saïd pour que l'IOT le renvoie en France. Après, il va faire une carrière pendant la guerre mondiale, et il est mort un peu tôt, vers 1923. Donc tu vois l'intérêt un petit peu de trouver trace de ces personnages un petit peu... C'est les mêmes. Puisque Churchill va être le héros britannique de la Deuxième Guerre mondiale, et celui qui, par son éloquence, va galvaniser les Anglais pour résister aux nazis, quoi. Donc, tout à fait. Ce qui est intéressant ici par rapport à cette histoire des droits coloniaux internationaux, c'est la notion de continuité territoriale. Donc c'est pour ça qu'on voit cette carte de l'Afrique occidentale française et puis un bout de l'Afrique équatoriale française, c'est-à-dire ça va s'arrêter au niveau du Tchad, parce que c'est là justement qu'on va se mettre d'accord sur les frontières à donner à un pays qui s'appelle le Soudan. En tout cas qui va devenir le Soudan, qui était considéré comme un Soudan anglo-égyptien, et les limites des possessions françaises au niveau de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique centrale, le Tchad, qui vont être inclus dans le domaine français. Donc c'est là que les deux gouvernements se mettent d'accord, et les deux gouvernements vont même arriver à un ultime moment dans l'histoire, c'est la fameuse entente cordiale de 1904, le roi George V qui arrive avec son gouvernement de Londres, qui arrive à Paris pour signer l'entente cordiale qui va nous donner l'alliance de la Première Guerre mondiale entre les deux pays, qui sont jusque-là jusqu'en compétition. Et c'est dans cet accord cordial que, enfin, la Grande-Bretagne reconnaît ses droits à la France sur le Maroc. Jusqu'en 1904, la Grande-Bretagne s'opposait, bien sûr, pour des raisons qui la regardent, à toute occupation du Maroc. Nous sommes à la veille de la visite du Kaiser. Le Kaiser arrive en 1905, c'est suite à Guillaume, c'est suite à cette entente cordiale de 1904, d'accord. Qui va être suivie par Al Jazeera. Tu vois, cette histoire montre comment les choses se font entre deux puissances, mais comment cela implique énormément de pays. La France cherchait la continuité territoriale depuis la côte atlantique, Transafrique, et la Grande-Bretagne est la même chose, ce que la Grande-Bretagne va réussir parce qu'il va pouvoir contrôler l'Afrique à peu près de l'Égypte jusqu'à Cape Town. Nord-Sud. Nord-Sud. Les Britanniques ont essayé de bloquer pour les Français, soit par exemple Tunis, Tanger, c'est foutu pour les Français parce que les Britanniques poussent les Espagnols à utiliser de leurs arguments, de leur présence sur la côte, donc ils ont le droit de continuer sur le hinterland au Sahara ou au nord. Et ensuite, l'Espagne même a commencé à évoquer les droits historiques d'occuper le Maroc au nom de la Conquista, Il évoque carrément les droits historiques. Tu peux rester un petit moment sur ce concept de droit historique de l'Espagne sur le Maroc. Il viendrait d'où ce droit historique? De la Conquista. C'est-à-dire, pour nous, la continuité de la Conquista ne s'arrête pas à l'Ibérie.
Primo. Secondo, on avait évoqué l'histoire de Cisneros, c'est-à-dire quand on a donné ce nom-là au Sahara, je veux dire, c'est un message politique acquis aux Almoravides, au Maroc, à tout ce beau monde. C'est-à-dire, on est venu au cœur du Sahara, le berceau des Almoravides, pour redonner de la monnaie d'échange en quelque sorte historique. Et c'est ça qui est intéressant au niveau de l'usage de la mémoire et de l'histoire en politique, comment on essaie de faire de la gymnastique pour trouver un moyen de continuité, etc., pour des raisons politiques, coloniales, etc. Et surtout que pour l'Espagne, bon, le Maroc, c'est de l'intime, hein, je veux dire, c'est pas des inconnus, loin de là. Surtout qu'il perpétue la mémoire. L'Espagne s'est fait doubler par la France, en vérité, sur le Maroc. Oui, mais l'opinion publique espagnole n'était plus prête à subir une nouvelle défaite après Cuba, le désastre. Tu te souviens, au tout début de Radio Ma'arif, on avait parlé alors là, on entend beaucoup parler de ce fameux désastre de Cuba. Est-ce qu'on peut savoir exactement en quoi il consiste? Une défaite militaire. D'accord. Donc, les Américains qui débarquent carrément pour libérer Cuba et créer un nouvel État qui va s'appeler Cuba. Les Américains ont battu les Espagnols. Et les Espagnols ont eu une défaite militaire. D'accord. Et une perte. Donc les Américains ont, entre guillemets, libéré Cuba. Ouais. Ils ont occupé Cuba, en fait. Ouais. Voilà, d'accord. Des Espagnols. Et paraît-il, l'opinion publique... Est-ce qu'ils vont installer un gouvernement local? Oui, ça va devenir une république, etc., jusqu'en 1958. Mais une république jusqu'à l'arrivée des barbus. Des barbus, de Castro et Guevara. De 1898 à 1950. C'était quasiment une colonie américaine. En quelque sorte. Parce qu'on voit dans le Parrain 2, qui est même ma seule source pour l'histoire de Cuba pré-révolution, c'était quand même le casino, enfin la zone de fun de l'Amérique et de leurs gangsters. Oui, c'est toute la zone des Caraïbes en quelque sorte. Hein, D'accord. Alors, donc ils ont perdu Cuba militairement. Militairement, défaite militaire. D'accord. Paraît-il, à Cadiz, les gens ont détruit les statues de Christophe Colomb parce qu'ils trouvent que ce bonhomme est l'origine de leur malheur. La dernière grande possession espagnole overseas, ça y est, c'est terminé. C'est-à-dire tout ce qui faisait de la gloire de l'Espagne sur laquelle on continue. Hein, Philippe II, tout ça, c'est terminé. Ensuite, il ne faut pas oublier... Donc ils sont chassés, quoi. Ils montent sur le bateau. Oui, ça y est, c'est fini. C'est fini. D'ailleurs, la défaite est encore pire quand c'est une île. Je ne sais pas pourquoi, j'imagine toujours. Tu te souviens de ce général qui s'est suicidé à Anoual, Silvestre? Oui, bien sûr. Il est né à Cuba. Ah, d'accord. C'est de l'intime. Tu sais combien de Sylvestre, ouais. Sylvestre, il est né à Cuba. Ses parents, enfin, son père était, je crois, aussi officier dans l'armée. Ça explique peut-être son geste. Enfin, disons. Il y a c'est la défaite de trop, quoi. Il y a histoire de revanche. C'est comme l'histoire de la guerre de Tétouan, 1860. Oui, parce que tu me dis, toi, à cause de la défaite de Cuba, l'Espagne est un peu frileuse sur l'ambition coloniale. Ouais. Ou alors le contraire, ou alors elle veut se rattraper sur une ambition coloniale. En fait, il y a un traumatisme en tout cas. Il y a un traumatisme, pas l'opinion publique en tout cas. Le gouvernement avait sa politique, mais l'opinion publique était contre. Il n'avait plus cette possibilité de subir encore une défaite, un désastre, et puis surtout c'est suivi aussi surtout le service militaire dont la durée a augmenté. C'était 2 ans, c'est devenu 3 ans, avec tous les passe-droits pour les riches, les riches qui payent les pauvres pour le passer. Il faut rappeler que ce sont des guerres qui coûtent à la population, vu que les civils, enfin les familles donnent leurs enfants. Enfin, c'est pas des professionnels. Bien sûr. Alors, ils s'étaient rattrapés, au niveau de Tétouan, avec une guerre gagnée. Ils ont occupé Tétouan finalement en 1860. Je veux dire, ça avait galvanisé également la scène politique interne, etc. Sauf 1898 Cuba. Hein, et la fameuse défaite à Barranco del Lobo en 1910 avec Mohamed Cherif Abzian, quand également le désastre del Barranco del Lobo, Ouaddib, le Oushen, Irzal Oushen, le Cherif Mohamed Abzian. Tu te rappelles ce morceau? Oui, bien sûr. Écoutez le podcast sur la guerre du Maroc, il est détaillé. Et puis il y a Anoual aussi qui est un autre désastre. Un autre désastre annuel. Donc tu comprends de désastre en désastre comment cette opinion publique et le gouvernement, même Primo de Rivera, avant de prendre le pouvoir en 1924, il était général, il était dans l'opinion qui s'oppose à l'aventure coloniale. Et puis finalement, une fois il prend le gouvernement, il adopte l'idée. On revient à cette histoire d'opinion publique interne, etc. Tout cela pour dire que, a priori, l'Espagne ayant des pieds à terre, un, avec Cisneros au niveau de Sahara, et deux, au niveau de Ceuta et Melilla, les 2 arguments valables selon le droit colonial de l'époque, que l'Espagne avait droit à cette position avec le hinterland qui va avec. Donc c'est au moment de commencer à occuper ce hinterland avec 1900, au début, El Barranco del Lobo, ça marche pas. On refait une deuxième tentation en 1921, Anoual,
ça marche pas, donc le désastre est total. C'est pour ça qu'ils ont mis du temps à rentrer de la côte vers de l'intérieur. Et la même chose pour le Sahara, où ils ne commencent à sortir de la côte vers l'intérieur qu'en 1932. Imagine, ils occupent par exemple Tarfaya en 1960, en 1916, pendant la Première Guerre mondiale, mais ils n'avancent pas d'un iota, hein. Ils restent sur la côte en attendant des jours meilleurs, et c'est sous la République que le Sahara a été occupé à partir de 1932 jusqu'en 1934, la jonction avec les armées françaises qui venaient du nord et qui sont allées jusqu'à Tindouf pour les Français et jusqu'à Smara pour les Espagnols. Donc cette histoire de continuité territoriale, les Britanniques ont utilisé tous les moyens d'essayer d'empêcher les Français d'avoir Tunis-Tanger, en imposant un petit peu d'une manière indirecte l'Espagne, mais c'est pour des raisons qui regardent Gibraltar. Et ensuite, la même chose, de l'autre côté, de Tanger à Abidjan, par exemple, c'était pas possible parce qu'entre-temps, on a le Sahara qui devient espagnol, on a la Gambie à l'intérieur du Sénégal, on a la Guinée portugaise, la Guinée française, et donc la Guinée-Conakry et Guinée portugaise qui va devenir aujourd'hui Guinée-Bissau, et ainsi de suite jusqu'à Sierra Leone, Libéria, bon. Alors, revenons à Fashoda. Fashoda, c'est ce que tu m'as dit quand on a préparé le podcast, tu m'as dit que ça aurait pu être le début de la guerre mondiale. Absolument. Voilà. Tu m'as dit aussi la même chose au sujet du débarquement, Agadir. d'Agadir. Le coup d'Agadir. Là, on est en 1905. 1911. 11, pardon. Donc, et finalement, la guerre mondiale de 1914, elle va démarrer dans les Balkans, c'est ça? Oui, oui, voilà. Oui, c'est des histoires austro-hongroises, etc. Je veux dire, le prétexte, la goutte qui fait déborder le vase. Ce que j'essaie de dire... L'Europe à ce moment-là, il y avait accumulation de suffisamment de problèmes, de conflits, d'intérêts. Oui, mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'en fait, que ce soit à Agadir ou à Fashoda, l'accumulation de rancœur ou de conflits d'intérêts entre les puissances européennes qui va donner cette guerre mondiale très meurtrière, hein, la guerre mondiale de 14, elle est terrible, hein, c'est là où il y a Verdun, etc. Bien sûr. En vérité, c'est un conflit quasiment colonial. C'est un conflit, presque un conflit. C'est-à-dire qu'on parle de guerre mondiale, mais en vérité, elle est européenne. Mais ce qu'elle a de mondial, c'est que les intérêts sont mondiaux. On liquide les empires. On liquide l'Empire ottoman qui perd ses possessions avec la création de nouveaux États, la révolte arabe, toutes les histoires, et donc les mandats, etc. On dépossède l'Allemagne de ses possessions en Afrique. Le Cameroun, le Togo, la Namibie, l'Est, le Kenya. La Belgique va débarquer dans le coin, dans le Rwanda et le Burundi. Les Britanniques vont récupérer le Kenya. Les Français vont récupérer le Cameroun et le Togo. Chacun va avoir sa part. Tu vois comment, je veux dire, ces conséquences-là, au niveau de ce qui s'est passé en Europe, c'est qu'on va pénaliser ces pays-là, même si c'est pour la Première Guerre mondiale. Quand on parle de l'armistice, normalement, on est vainqueur, on est vaincu. Mais bon, finalement, de fait, c'est l'Allemagne qui a perdu, et du coup même le Kaiser a quitté le pouvoir et parti en exil, et c'est une nouvelle histoire de l'Allemagne qui va commencer. Donc tu vois, on passe de date en date, d'événement en événement, mais tout cela s'enchaîne avec des accumulations, des problèmes, etc. Ensuite, ça correspond à un moment justement où l'expansion territoriale, selon le droit de Berlin, n'était pas encore terminée. C'est pour ça que le principe que les États établis entre eux, et ensuite même les administrations coloniales. Pour les États, tu commences à un point, là où tu t'arrêtes, tu te mets d'accord, tu traces, ça t'appartient. Mais ensuite, à l'intérieur, l'armée française qui part du Sénégal, par exemple, qui occupe l'Est, le Mali, le Niger, ils vont les inclure dans l'Afrique occidentale française qui dépendait de Dakar. Et c'est là que ça nous intéresse aussi, parce que quand ils occupent Timbuktu en 1893, c'est un petit peu le verrou du commerce transsaharien. La petite fenêtre qui est restée après le Géziras, on verra le Géziras après, la dette de Tétouan, le contrôle du commerce marocain, le contrôle même de la douane pour la perception et de la dette et des impôts et le remboursement, du coup la boucle est bouclée pour que le Maroc soit coincé, parce que c'est à ce moment-là que les Français vont mettre l'option à tout prix sur le Maroc, ce qui est normal et ce qui est logique, puisqu'ils étaient territorialement. Donc le principe, c'est que chaque armée qui rentre dans un domaine, il l'inclut dans son champ administratif, d'où les découpages
de l'époque coloniale et qui ont été suivis après les indépendances des années 60. Ça nous a donné la carte actuelle avec l'ensemble des conflits internes. C'est toujours pas terminé. On est toujours obligé de revenir à ce moment colonial pour comprendre, les assimiler, les élites, à qui ont laissé l'administration, qui ont mis dans l'armée. Je veux dire, tu veux étudier aujourd'hui Boko Haram, mais tu vas pas venir dire non, Boko Haram, bon, fondamentalisme, etc. Mais il faut revenir aux contradictions internes de la société nigériane qui a connu énormément de problèmes d'histoire depuis son évolution. Le Biafra, les musulmans au nord, les chrétiens, l'église, on n'a même pas évoqué comment l'église rentre pour un petit peu... Je veux dire, l'expansion de l'islam et de la chrétienté se font d'une manière parallèle à la fin du 19e siècle, un pour résister et l'autre pour occuper, mais les objectifs des uns et des autres étaient loin des faits religieux lui-même, c'est d'accumuler de la ressource pour essayer et de l'influence qui est normale. Donc n'importe quel exemple d'aujourd'hui, on ne peut pas le prendre comme ça en commençant il y a un an zéro, ça commence avec les phénomènes fondamentalistes. Non, il faut revenir à ces contradictions des élites, des minorités, et comment on place les uns les autres dans l'administration, dans l'armée, etc. Et surtout les idéologies et les assimilés qui continuent à reproduire le schéma colonial après les indépendances. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci beaucoup, Moustapha. 3 podcasts pour comprendre le monde d'aujourd'hui qui s'est beaucoup façonné dans cette période coloniale. Et les conflits d'aujourd'hui, les challenges d'aujourd'hui, la géographie d'aujourd'hui. Merci beaucoup, c'était passionnant. Restez connectés pour d'autres podcasts histoire sur Radio Maalif. Merci à vous. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.